Le Point vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. En pleine rentrée des classes, la question qui se pose évidemment, c'est comment vont les parents? Votre consommation de drogue, d'alcool, pour plagier Florence Foresti. Attention, le secret, c'est pas plus d'un jour sur deux. Non, on plaisante évidemment. Mais malgré tout, il faut tenir le coup aujourd'hui avec nos enfants qui, pour certains d'entre eux, pas tous, fort heureusement, ne vont pas très bien. Et ce, de plus en plus tôt, apparemment. Comportements violents, déscolarisation, mal-être et dépression, des enseignants, pédiatres et psychiatres s'affolent, y compris chez nous, dans notre pourtant calme et bourgeoise petite Suisse. La question se pose, allons-nous vers une épidémie de troubles psychiques, notamment chez les plus jeunes? La faute à qui, à quoi et quels moyens d'y remédier? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue sur notre plateau exceptionnel ce soir, comme d'habitude, mais peut-être un peu plus encore. Raphaël Gaillard, le plaisir de vous recevoir chez vous. Après tout, vous êtes un peu suisse, apprend-on dans votre dernier ouvrage « L'homme augmenté », né d'un père valaisan. Gaillard, effectivement, ça sent bon. L'esprit des montagnes, enfin l'air des montagnes, vivifiant pour l'esprit, dont vous êtes le grand spécialiste du cerveau et de l'âme. Vous êtes psychiatre, dirigez le pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie du fameux hôpital Sainte-Anne à Paris et de l'université Paris-Cité. Et vous êtes aussi désormais un immortel, comme on dit, membre de l'Académie française. C'est pas donné à tout le monde. Et ce que l'on fait de notre cerveau, ce qui le fait aussi, est au cœur de votre dernier ouvrage, L'homme augmenté. Vous y traitez absolument de tous les aspects de notre fonctionnement psychique, de ses dérèglements et de son rapport à la technologie. On comprend à vous lire pourquoi il est si bon de lire, de vous lire vous, de lire aussi Gérald Bronner, autre grand auteur et esprit qui nous fait le plaisir et l'honneur de sa visite aujourd'hui. Bonjour. Ravi de vous revoir sur notre plateau, cher Gérald. Vous êtes sociologue, professeur à Sorbonne Université et membre à la fois de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie des technologies et de l'Institut universitaire de France. Un auteur aussi très prolixe, je l'ai déjà dit, grand spécialiste de l'aliénation, qu'il s'agisse de la bulle des réseaux sociaux ou de religion. Votre dernier livre, Exorcisme, raconte d'ailleurs comment vous, jeunes, avez cédé à cette tentation de la croyance radicale et comment vous vous en êtes affranchi. Et Céline Vara, bienvenue. Bonsoir. Vous serez l'incarnation ce soir de l'action, la traduction dans le réel de nos réflexions, parce que tout passe ou tout casse, on ne l'espère pas ici, au final par la politique. Vous êtes évidemment sénatrice verte, neuchâteloise, et en Suisse peut-être l'une des seules à vous battre pour mettre des limitations au danger du virtuel. C'est au forceps que vous avez réussi à faire pénaliser le revenge porn chez les jeunes. Et enfin Philippe Val, the esprit de l'émission. The Esprit tout court, d'ailleurs. Quel bonheur de vous revoir, tout beau, tout bronzé. Après cet été, Philippe Val, évidemment, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, notre éditorialiste aussi, auteur de Rire, le propre et peut-être essentielle preuve de l'intelligence humaine, paru ce printemps aux éditions L'Observatoire. Alors, grosse inquiétude, c'est l'objet de notre émission pour nos jeunes, pour cette rentrée scolaire. Des pétitions de profs à Fribourg et dans le canton de Vaud dénoncent une flambée de violence, notamment chez nos tout-petits. Le journal 24 heures nous a livré des témoignages ahurissants, faisant état de petits qui étranglent leurs camarades, renversent des armoires, balancent des objets par la fenêtre. Rentrée à 4 ans, la terreur des profs, titrait de son côté Mise au point sur la RTS. On écoute Nathalie Richely, démissionnaire après 28 ans d'enseignement auprès des tout-petits. C'est une enseignante vaudoise. J'aime pas dire que les enfants sont pires qu'avant parce que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de détresse et de souffrance chez tout le monde, dans la société en général. Et évidemment, eux, c'est en première ligne. Donc ils amènent aussi leur souffrance, leur peur, leur crise, leur colère, leur rage, leur particularité à l'école. Et puis il y a beaucoup d'enfants qui sont effectivement sur des jeux violents, qui sont sur leurs tablettes, sur les téléphones, et qui savent plus être dans la vraie vie, qui savent plus être dans la relation, qui savent plus être dans le jeu. Donc il faut réapprendre tout ça. Ce qui est un joli défi en soi. Mais pour ça, il faut qu'on ait l'espace, il faut qu'on ait le temps, il faut qu'on ait les moyens de s'investir à 100% avec eux.
Cette prof donc qui a jeté l'éponge, Raphaël Gaillard. Est-ce qu'on va vers une épidémie de troubles psychiques chez nos plus jeunes notamment? Ça dépend de l'horizon. Ce qu'on peut dire statistiquement aujourd'hui, en commençant par les jeunes adultes, pour lesquels on a probablement plus d'informations, parce que les étudiants vont mal. Et l'épidémiologie montre bien que les étudiants vont mal. Alors on peut l'observer comme enseignant, je le constate au quotidien, mais on peut le mesurer. Par exemple, la dernière enquête épidémiologique qui est menée à Bordeaux montre que les symptômes dépressifs chez les étudiants sont passés d'une prévalence de 25% à 40% entre le pré-Covid et le Covid aujourd'hui, c'est les données de l'année dernière, avec une incidence des idées suicidaires qui est passée de 20% à 30%. Donc on voit bien qu'il y a une souffrance qu'on peut objectiver avec ce type d'enquête épidémiologique. Et puis si on descend, on essaie de remonter le temps chez les plus jeunes, on s'aperçoit qu'on a le même phénomène chez les adolescents, on a le même phénomène dans une population qui jusqu'ici était tout à fait épargnée. Elle était tellement épargnée que nos collègues psychanalystes considéraient que cette période, qui est celle des préadolescents, c'est les 8-12 ans, pouvait être désignée sous le nom de période de latence. Et le mot dit bien qu'il ne devait rien s'y passer 8-12 ans. Classiquement, c'est après les turbulences de la petite enfance et avant les émois et les turbulences de l'adolescence. Donc normalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est une période plutôt d'éveil intellectuel plutôt que de difficultés psychiques. Et on voit cette population de préadolescents en souffrance. Alors concrètement, dans les hôpitaux, je pense que c'est la même chose en Suisse qu'en France, on voit ces préadolescents arriver aux urgences avec des idées suicidaires. D'un point de vue épidémiologique, on l'objective également. Donc il y a manifestement quelque chose qui se passe de l'ordre de la fragilité des jeunes. De là à dire que ça peut s'exprimer aussi sous la forme de violence, c'est toujours plus compliqué. Notamment la mesure objective du phénomène est toujours plus complexe. La mesure de la violence, c'est très complexe. Est-ce que la violence a augmenté par rapport à ce qu'elle était avant? Probablement, il faut distinguer les types de violence. La grande violence, au fond, a plutôt diminué sur ces dernières décennies. Peut-être que des petites violences ou ce qu'on appelle parfois incivilités, ou en tout cas des tensions, ont, elles, augmenté, mais c'est plus difficile à objectiver. Ce que l'on peut objectiver, c'est la souffrance, et la souffrance, elle est réellement présente chez les étudiants, chez les adolescents, et même dans cette population jusqu'ici épargnée, celle des préadolescents. Et pourquoi, Gérald Brunner? Est-ce que le sociologue, d'abord, est-ce que vous constatez la même chose, du point de vue de la sociologie, et quelles sont les raisons, justement, de ce mal-être, déjà? D'abord, je pense qu'il y a une vraie question autour du mal-être, notamment des jeunes gens, notamment des éléments dépressifs, parce que beaucoup de collègues, dont Raphaël Gaillard qui vient de le dire, mais je pense aussi à Hugo Botman, par exemple, et des gens avec qui je dialogue m'ont indiqué qu'il y avait effectivement quelque chose auquel il faut être attentif, même si évidemment les indicateurs se précisent de plus en plus, donc il faut faire attention de ne pas confondre la température et la précision du thermomètre. Deuxième évidemment, élément que je me dois de mentionner en termes de prudence intellectuelle, c'est qu'on peut aussi avoir affaire à des formes de panique morale, c'est-à-dire qu'avant d'avoir les chiffres et les données, assurons-nous du fait. Je suis un lecteur de Fontenelle et de la Dandor, il rappelait qu'avant de trouver une explication à un phénomène, éventuellement le ridicule de l'avoir trouvé une explication si le phénomène n'existe pas. Ceci étant, je ne doute pas vraiment de la réalité de ce phénomène qui demande encore à être mesuré. C'est très inquiétant, comme le disait Raphaël Gaillard, notamment la tranche des 7-12 ans, pour les raisons qu'il a dites. Et en même temps, il faut se rappeler qu'à 7 ans, il ne se passe pas rien. Il se passe quelque chose de tout à fait majeur et qui est bien identifié dans la littérature, et dont un des symptômes est la fin de la croyance au Père Noël. Vous savez que c'est à 7 ans en moyenne que les enfants cessent de croire au Père Noël. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, je suis un peu imprudent. Mais en l'occurrence, ça veut dire quelque chose psychiquement. Ça veut dire qu'à partir de cet âge-là, en moyenne, on n'a plus de rapport inconditionnellement féerique au réel. Mais ça ne poussait pas tous les enfants avant, à partir de l'âge de 7 ans, à vouloir se suicider. Ça veut dire qu'il se passe peut-être quelque chose d'inédit, armé du fait que l'on sait que c'est un âge où il se passe quelque chose en termes représentationnels. D'ailleurs, dans toute l'histoire des idées, vous trouverez l'âge de 7 ans comme étant mentionné comme un âge de raison, y compris du point de vue par exemple, du droit médiéval, etc. Donc il se trouve que 7 ans est un pivot très intéressant
En effet, jusque-là, rien n'a signalé. Puis l'autre élément, ce que je suis allé chercher en préparant votre émission, dont vous m'avez soumis le thème, qui me paraît très intéressant du point de vue du sociologue, c'est que je suis allé fouiller dans les grandes enquêtes mondiales comparatives entre les pays des valeurs. Et si tout le monde peut aller le faire, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la tolérance. C'est comme ça qu'on sait que certains pays sont beaucoup moins tolérants que d'autres, par exemple, et pas forcément ceux qu'on pointe comme étant racistes et intolérants, entre parenthèses. Mais c'est un autre sujet. Alors j'ai regardé l'image de l'enfant, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les enfants. Par exemple, est-ce que la qualité d'un enfant, c'est l'obéissance ? Est-ce que c'est l'originalité ? Est-ce que si un enfant est égoïste, c'est grave ou pas grave ? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on observe une mutation représentationnelle dans les 20 à 30 dernières années qui n'est pas si fréquente à voir. Il est rare qu'une opinion publique change diamétralement d'opinion sur un sujet aussi important que la représentation de l'enfant. L'obéissance, par exemple, était vue par une personne sur deux aux États-Unis et en Angleterre comme un critère d'excellence d'un enfant. Il est obéissant. Aujourd'hui, vous trouvez cet élément comme une vertu seulement chez 10 à 15% on va dire des populations occidentales. C'est très différent si vous regardez le Bangladesh ou le Nigeria, où là, il y a encore un taux de demande d'obéissance très fort, et même l'égoïsme, par exemple. L'égoïsme, c'est plus une valeur qui est considérée comme, disons, négative pour un enfant. On considère que c'est normal qu'il soit égoïste. Vous avez même des scores de 12%, 10%. Et le pire, si je puis dire, ou le mieux, selon vos valeurs, c'est un pays. Il y a un pays dans le monde qui bat tout le monde dans ce domaine. C'est la Corée du Sud. Pour les Coréens du Sud, en termes déclaratifs en tout cas, l'obéissance ou la non-obéissance ou l'égoïsme ne sont des problèmes qu'à 2 ou 3% de la population, ce qui est très faible, mais il faut dire aussi que c'est dans ce pays qu'on a le plus bas taux de natalité, 0,78. Oui. C'est extrêmement faible. Et la grande révolution, et je m'arrête là, parce que je pourrais en parler des heures évidemment, la grande révolution qu'on a observée au XIXe siècle, c'est surtout une révolution démographique, c'est-à-dire une baisse, et tant mieux évidemment, de la mortalité infantile, ce qui fait que, il y a de moins en moins d'enfants par famille et que ces enfants deviennent le centre de toutes nos attentions, attendu qu'en plus on n'attend plus forcément de l'obéissance ou d'être généreux, mais par exemple d'être original. Ça, c'est une valeur qui est applaudie dans les 20-30 dernières années, qui a beaucoup augmenté. Je ne dis pas que ceci explique cela, mais c'est peut-être pas tout à fait indifférent à ce qui est en train de nous arriver. Mais la pédagogie positive, l'enfant roi, effectivement, c'est une vara. Alors, c'est né d'un parti où c'est plutôt interdit d'interdire. Mais néanmoins, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? Parce qu'aujourd'hui, justement, peut-être que ces enfants, tout simplement, manquent déjà de cadre, en tout cas pour ce qu'il en est de la discipline. En tout cas, ce qu'on constate sur le terrain, quand on discute avec les pédopsychiatres, quand on discute avec les professeurs, c'est intéressant d'entendre ce témoignage de cette institutrice qui nous parle de détresse, de souffrance. Elle nous dit on n'investit plus assez de temps, d'espace, de moyens. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on a fait tout faux ? On ne peut pas vraiment dire ça et on ne peut pas dire qu'on fait tout juste comme toujours. Je crois qu'il faut adopter un certain nombre de nuances. Et c'est bien là où il est le problème. On vit dans un monde où les pôles sont toujours plus forts, où les extrêmes sont toujours plus forts. Et puis dans un monde d'incertitude, une forme d'insécurité, avec des guerres. Enfin, tout ça, les enfants, ils le voient, ils en entendent parler. Ça génère un stress chez les parents et donc évidemment chez les enfants. Et tout ça, ça fait que les chiffres sont assez clairs sur le terrain quand même. L'UNICEF a fait un rapport en 2022 en Suisse qui dit un tiers des jeunes Suisses entre 14 et 19 ans souffrent de problèmes psychiques. Donc ces chiffres, ils ne sortent pas de nulle part. C'est vraiment un constat aujourd'hui et c'est absolument dramatique. C'est pratiquement un enfant sur deux. Il y a une étude d'Amnesty International qui a révélé récemment dans un rapport que TikTok, cette application terrible sur laquelle les enfants peuvent passer des heures, sur TikTok, vous pouvez trouver des vidéos et facilement, qui représentent des contenus où on parle de dépression grave, où on parle d'automutilation, de suicide, où il y a des images explicites de ça. Et les enfants regardent ça chez eux, dans leur chambre. Est-ce qu'on aurait idée d'amener son enfant voir un spectacle au théâtre, au cinéma, où il y a des scènes de suicide, d'automutilation ? Évidemment que non. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui vraiment cette porte ouverte que les parents n'arrivent plus à refermer, par laquelle des choses, des éléments, des images, des discours extrêmement violents et extrêmes
arrive comme ça et percute l'enfant. Et cette violence, évidemment, bien sûr, ça ne les laisse pas indemnes. Et moi, je pense que ça se reflète dans leur comportement. Alors là, on a ouvert la porte à l'explication, en tout cas, qui arrive comme un énorme paquet, c'est les réseaux sociaux. Raphaël Gaillard, c'est vrai que c'est corrélé dans les troubles alimentaires. Les filles, ou souvent c'est elles qui sont concernées en premier lieu, qui consultent énormément les réseaux sociaux, ont plus de troubles alimentaires. On ne sait pas dans quel sens la poule, qui va de la poule et de l'œuf. En tout cas, il y a effectivement, il y a quelque chose qui presque porte à rire, c'est le phénomène TDAH. C'est une mode pratiquement, et il y a énormément de TikTokers qui se présentent comme TDAH, qui font d'automédicamentation. Et puis là, on écoute justement, c'est Camille qui a consacré tout son travail justement à expliquer, à explorer le TDAH dont il dit souffrir. Un exemple pratique de pourquoi si tu as du TDAH, c'est compliqué, parce qu'on peut pas attendre, on déteste l'ennui, et du coup ça se transmet, par exemple quand on mange, avec le fait qu'on se brûle en permanence. Je sais pas si toi ça t'arrive, moi ça m'arrive, je me brûle en permanence parce qu'en fait j'arrive pas à attendre dans les queues quand je fais la queue quelque part au supermarché ou au bureau de poste, et je ne supporte pas d'attendre que ma nourriture refroidisse. Du coup, je mange trop chaud, et du coup je me brûle, et voilà. On est peut-être tous TDAH. On perce les doigtures, etc. Raphaël Gaillard, bon là, ça porte à rire, mais c'est vrai que ça peut être beaucoup moins rigolo, notamment quand ça encourage des comportements suicidaires. Oui. Alors la difficulté, c'est que, à certains égards, ça peut partir d'une volonté qui est vertueuse, qui est celle de déstigmatiser, de lever le tabou sur les troubles psychiques. Parce que les troubles psychiques sont effectivement très fréquents chez le jeune adulte, mais au fond, il faut rappeler que les troubles psychiques sont extrêmement fréquents. Et que, pour citer quelques chiffres, 1% de la population générale souffre de schizophrénie, 2% de troubles bipolaires, une personne sur 5 au cours de sa vie présentera un épisode dépressif caractérisé. Ce sont quelques maladies seulement, voilà 3. Alors j'ouvre juste une toute petite fenêtre, parce que dans votre livre, qui est magistral, vous montrez effectivement à quel point c'est difficile pour le cerveau humain, qui est d'une énorme complexité, justement d'atteindre un certain équilibre, notamment entre les pensées et les émotions, et que c'est toute la gageure d'ailleurs de notre être. Je vais y venir, mais en amont, c'est ultra fréquent. Ça concerne à peu près toutes les familles, au fond. Si ce n'est pas la famille directement, c'est la famille distante ou c'est le voisin de palier. Et pourtant, pendant longtemps, on n'en a pas du tout parlé. Donc le fait qu'aujourd'hui, on puisse en parler autant, le fait qu'il y ait autant de coming out, y compris de stars, je pense que c'est bénéfique parce que ça permet de parler des troubles psychiques et donc de mettre en place des soins. Donc je pense que le mouvement initial est vertueux. Évidemment, il dérape. Il dérape parce qu'ensuite, il s'agit de tous s'y reconnaître et d'avoir une sorte d'explication qui fonctionnerait pour tout. Alors, c'est très facile. C'est d'ailleurs frappant dans l'objet que vous avez montré là. Évidemment, ça va avec ce type de vidéo TikTok. La tête est presque avec soi-même puisqu'on est directement dessus. Le tutoiement est de rigueur. Et puis, c'est ce qu'on appelle parfois l'effet Barnum. Il suffit de dire à peu près un peu plus de 50% de choses qui sont valables pour tout le monde ou qui sont vaguement positives, vous y reconnaissez, puis ça fonctionne. C'est comme l'horoscope dans votre journal. Donc, très vite, vous versez dans quelque chose qui devient, en étant porté initialement par la volonté de déstigmatiser, au fond, simplement un effet de mode. Et l'effet de mode peut être catastrophique, on l'a évoqué tout à l'heure. Prenons un exemple, un cas concret, et puis ça donnait lieu à un procès qui, à ma connaissance d'ailleurs, n'est pas encore clos, celui de la jeune Molly Russell, cette petite Anglaise qui s'est pendue à l'âge de 16 ans et dont les parents ont montré que dans les 6 précédents mois, elle avait été soumise, je vais le dire dans ces termes, à 16 000 contenus, dont 2 000 explicitement liés à la dépression, comme vous le disiez, ou aux conduites suicidaires. Alors c'est très bien qu'il y ait des contenus sur la dépression et les conduites suicidaires, puisque c'est une façon de montrer qu'elle n'était pas seule et que peut-être ça doit relever des soins, mais sauf que vous savez très bien que la dérive algorithmique fait que vous pouvez ne regarder que ça et en fait être dans une spirale noire qui ne vous expose qu'à ça. Et puis en amont de la question des réseaux sociaux et de ses effets, on peut se poser la question de... Au fond, c'est en tout cas une question que le psychiatre que je suis se pose tous les jours, parce que moi j'arrive tous les jours à l'hôpital en sachant que je vais voir de nombreux patients qui souffrent. Le pôle dont je suis responsable reçoit 12 000 patients par an, ce qui est beaucoup, et en même temps c'est une goutte d'eau par rapport à ce que je viens d'évoquer.
Et on peut se demander pourquoi c'est aussi fréquent, ces troubles mentaux. Et une explication qui émerge aujourd'hui, à conforter par différentes données, mais pour lesquelles il existe déjà certaines données qui sont intéressantes, c'est que, au fond, notre cerveau est un organe fascinant sur lequel je fais de la recherche en tant que neuroscientifique, d'une complexité formidable, avec ses 85 milliards de neurones faisant chacun 1000 à 10 000 connexions chacun, donc des millions de milliards de connexions. Mais cette complexité, elle a un coût. Elle est tellement importante qu'elle implique une forme de codage de l'information qui expose à ce que ce codage fasse défaut. Si on compare le codage de l'information dans le cerveau d'un singe à celui du primate humain, c'est-à-dire nous, ici, autour de cette table, l'être humain, le sapiens, eh bien, on constate que chez le singe, il a une forme de robustesse qui est liée à sa reproductibilité, sa fiabilité en fait. Chez l'homme, il est beaucoup plus informatif, beaucoup plus complexe, mais aux dépens de sa fiabilité. Et on peut se demander en fait si l'évolution nous a pas poussé sur un chemin qui est celui de la puissance de cet organe au prix de sa fiabilité. Ça veut dire que, certes, nous sommes devenus les sapiens que nous sommes, mais au prix de moments où ça bug, de moments où ça dérive, de moments où ça délire. C'est même l'étymologie du délire, sortir du sillon, délirare, de sorte que nous aurions à payer collectivement la puissance de notre cerveau. Nous sommes les sapiens que nous sommes, ici collectivement, mais il faut accepter qu'une fraction très importante d'entre nous souffre de troubles psychiques. Je vais le dire de façon sommaire, notre cerveau ne se supporte plus. Si on fait cette hypothèse, confortée par quelques données que j'ai évoquées de neurophysiologie et qui le sera davantage probablement à l'avenir, mais c'est une hypothèse à tester davantage, eh bien on peut poursuivre ce raisonnement et se demander ce qui se passe quand on augmente encore la puissance de ce cerveau. Et les objets dont nous parlons, les objets connectés, les écrans notamment, nous nous hybridons avec ces objets. Nous voyons bien que nous formons une sorte de chimère, un hybride avec ces objets. Nous nous augmentons. Nous n'avons plus besoin de retenir un numéro de téléphone. Notre répertoire en est plein. Et cette augmentation de nous-mêmes, sur la base d'un cerveau qui lui-même ne se supporte plus, eh bien peut-être qu'il faut considérer que nous aurons à payer un prix plus élevé encore par l'incidence plus élevée encore de troubles mentaux. Est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec cette incidence croissante de certains troubles mentaux, notamment troubles dépressifs, troubles anxieux, notamment chez les jeunes, notamment dans cette population qui jusqu'ici était épargnée, les préadolescents? C'est une question posée. Une question posée. Je veille à faire la différence entre ce qui relève de la preuve et ce qui relève des hypothèses et des éléments orientant les questions. En tout cas, si nous poursuivons ce raisonnement suivant lequel l'évolution nous a poussé vers la puissance du cerveau au prix des troubles psychiques, alors attention, en augmentant encore notre cerveau par ces objets connectés que nous fréquentons assidûment, est-ce que nous n'allons pas payer un prix plus élevé encore, c'est-à-dire avec davantage de troubles mentaux? Alors, c'est extrêmement intéressant. Et sur cette augmentation et sur cet enfermement aussi, il y a un autre phénomène de mode, là, on est toujours dans le constat, un autre phénomène de mode. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'attentats, des attentats au couteau qui ont eu lieu en Allemagne, qui ont eu lieu en Angleterre, qui ont eu lieu en France, mais aussi en Suisse. Et là, il y a un phénomène sur Snapchat et sur TikTok qui concerne surtout les garçons, mais d'achat effectivement de ces couteaux. Chacun doit se prémunir d'un couteau. Là, on va voir un petit clip qui présente un de ces couteaux zombies que l'Angleterre voudrait commencer à interdire. Esta maravilla que estás viendo aquí es uno de los muchos machetes que espadasymas.com tiene en su web. Este modelo es el Zombie Killer funcional afilado. Alors ça, c'est des couteaux extrêmement faciles d'achat. Sur Snapchat, d'ailleurs, on n'achète pas seulement des couteaux, on achète très facilement de la drogue. Moi, je ne sais pas très bien me servir de ces outils, donc je suis allée juste sur Google. Mais sur Google, on trouve de libre d'accès, sans qu'il y ait aucun contrôle, justement, des couteaux d'un genre tout à fait effrayant, qui sont quasiment, qu'on peut se faire livrer à la maison et qui sont d'un prix extrêmement modeste. Cette dérive-là, Philippe Val, qu'est-ce qu'on peut en dire, justement ? C'est-à-dire que les couteaux, les garçons, ils ont toujours voulu avoir des couteaux. Quand j'étais petit, on avait un canif dans la poche, c'était pour tailler des branches de noisetier et faire des arcs.
par exemple, ou enfin, simplement là, le couteau n'a plus le même sens. C'est-à-dire, l'objet est resté, mais on ne sait pas pour la même raison. Et je voudrais qu'on revienne, du coup, à votre enseignante qui a démissionné. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'enseignante a démissionné. Et donc, la violence, on sait très bien qu'elle est dans la nature, elle est vraisemblablement dans la nature humaine pour sa survie, et elle est contredite par ce qu'on appelle la civilisation, et puis la délégation de la violence à l'État, au symbolique, bon, bref. Bon. Et là, aujourd'hui, la transmission de la civilisation est en panne, en tous les cas, et en voie de panne. On a de plus en plus de mal à trouver d'enseignants et les enseignants démissionnent. Or, ce qui fait que les enfants apprennent à ne pas être instinctivement violents, c'est la culture, c'est au sens large la civilisation. Et dans tous les pays d'Europe, aujourd'hui, il y a une panne du recrutement, pas simplement en France, et pas simplement en France parce que les enseignants sont mal payés, mais même en Allemagne, là où ils sont très bien payés, il y a 2 ans en Westphalie, il manquait 8000 enseignants à la rentrée des classes. Donc, il y a un vrai pourquoi ils ne veulent plus? Peut-être que ces couteaux, symboliquement, ils sont pour quelque chose. C'est-à-dire que les enseignants ont peur. Moi, je connais une enseignante en banlieue qui m'a raconté que sa première année, c'était une dame qui travaillait avant dans une entreprise, elle était chef d'entreprise, elle a voulu consacrer les 15 dernières années de sa vie à l'enseignement. Elle a arrêté le business, elle était riche, elle était allée enseigner dans un quartier, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, la directrice lui a dit, avant d'écrire quelque chose au tableau, vous attendez au moins 3 semaines. Vous ne tournez pas le dos à la classe. Elle a des primaires. Hein. Vous ne tournez pas le dos à la classe, c'est pas sûr. Vraiment, c'est dangereux. Donc, beaucoup de gens ne veulent plus enseigner. Le statut de l'enseignant est devenu un statut menacé par les parents, menacé par les enfants. Et il n'y a pas cette confiance nécessaire à l'apaisement et à l'apaisement des instincts violents. Et je pense que c'est ça le problème. Et ces couteaux sont un signe parmi d'autres. La vente de ces couteaux et la mode de ces couteaux, c'est un signe parmi d'autres que la civilisation a du mal à se transmettre, qu'on a un problème de transmission. Et qu'il va falloir qu'on réfléchisse très vite à ça, parce qu'une culture qui ne se transmet pas est une culture qui disparaît. Oui, mais Gérald Bronner, vous citiez l'éducation, la pédagogie positive. La violence, elle est intrinsèque à l'homme, elle est intrinsèque à l'enfant. On a tous été enfants. Vous-même, dans votre livre, vous décrivez à quel point, effectivement, dans les années 80, il y avait une forme de violence qui était tout à fait manifeste, y compris dans la rue. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette violence, il n'y a plus de frein? On a l'impression, les faits divers d'enfants, de jeunes, de très jeunes enfants, très jeunes garçons qui se plantent au couteau, qui ont sur eux des couteaux. C'est vrai qu'il y a d'autres générations qui avaient sur eux aussi des couteaux, et néanmoins qui se plantent comme si c'était virtuel, un peu tout ça. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Avoir des classes aussi où les profs n'osent pas se retourner face à des enfants à l'école primaire. Mais en fait, ce qui compte dans ce cas de figure, c'est même pas tant la réalité des faits, parce que je pense que la violence, elle a plutôt tendance à disparaître de nos sociétés, en réalité, quand on déplie sur le temps long. Je renvoie au livre de Steven Pinker sur cette question, il y a beaucoup de données, mais peu importe dans la mesure où on a l'impression que ce n'est pas le cas. Et ce que nous font notamment les réseaux sociaux, c'est de perturber ce qu'on appelle le calibrage social. Parce que je n'ai pas accès à l'intégralité de la vie sociale, j'ai accès à des échantillons de vie sociale à partir desquels je vais me faire une théorie générale. Suis-je en danger? Suis-je pas en danger? Dois-je acheter un couteau? Par exemple, est-il nécessaire que je le fasse? S'il y a des actes terroristes, peut-être pour me défendre, etc. Où tous les autres ont des couteaux, donc il faut aussi que j'ai un couteau, parce que c'est la normalité. Où tous les autres fument ou se droguent, donc il faut que je me drogue aussi. Et ça suffit. Oui. Ça suffit pour me faire agir. Et c'est la même chose, à mon avis, pour les questions d'ordre psychique. C'est à la fois ces écrans peuvent sans doute altérer une partie de notre équilibre psychique. Par comparaison, par exemple, toutes les filles, quand je suis une jeune femme, je suis sur Instagram, ont l'air d'être vraiment faites de cette façon-là et de cette façon-là. Moi, je me sens éventuellement trop grosse, trop maigre. Donc, par comparaison, ça va affecter mon calibrage social. Et puis, y compris sur, ça c'est l'autre versant, la diffusion de symptômes. On appelle ça aussi le Munchausen par Internet, c'est-à-dire des diffusions d'impression d'être malade,
d'impression ou d'être, par exemple, à haut potentiel intellectuel. Les HPI, il y a eu aussi des épidémies d'HPI et épidémies de TDAH, vous avez raison. Mais pour un sujet qu'on est en train de travailler avec des collègues, y compris avec des collègues de Raphaël Gaillard, des médecins, épidémie aussi, par exemple, de déclaration d'autisme Asperger. Et bien sûr, ça existe, hein, l'autisme Asperger. Il ne faut pas dire que ça, c'est une construction sociale. Ça existe, mais pas autant que de gens qui croient être atteints. Parce qu'ils le croient en plus en ayant l'impression d'être un peu supérieur intellectuellement. C'est-à-dire, il y a une volonté, et c'est bien normal dans une démocratie, Tocqueville l'a déjà expliqué, de vouloir être différent, mais éventuellement un peu plus que les autres. La mode transgenre aussi. Sans les mauvais côtés de l'autisme. Il y a plein d'aspects. Juste un peu plus brillant. Mais... Les réseaux sociaux, précisément, nous incitent à nous observer par une lorgnette que nous n'aurions pas forcément pensé à examiner au préalable. Et quand on s'observe, vous savez, on trouve toujours quelque chose, quoi. Dans certaines vidéos sur TikTok, véritables, on vous dit vous avez du mal à rentrer dans la douche le matin, mais quand vous y êtes, vous avez du mal à en sortir, vous êtes peut-être Asperger. Voilà. Donc, évidemment, ce sont des symptômes dans lesquels on peut tous se reconnaître. Et donc... une des grandes strates culturelles de notre société, mais ça, vous savez, Benjamin Constant, en 1819, a fait une conférence extrêmement célèbre à l'Athénée où il expliquait que la notion de liberté n'était pas du tout la même conçue par les anciens. La liberté, c'était de s'exprimer, de participer à la vie collective, mais l'individu devait toujours se soumettre à la logique collective. Et à partir, notamment du moment où Benjamin Constant parle, mais un peu avant d'ailleurs, il y avait comme l'habeas corpus, etc. Et à juste titre, une défense de la liberté individuelle contre l'éventuelle tyrannie du groupe. Mais il y a eu une inversion, en tout cas en Occident, où tout à coup, il y a une primauté de l'individu, que j'applaudis. Personnellement, je me sens plutôt libéral, ce n'est pas la question. Mais on peut applaudir tout en considérant qu'il y a peut-être un certain nombre d'effets secondaires. Par exemple, le fait de se croire malade. Et alors, ça rétroagit aussi parce qu'il y a toute une série d'associations, d'individus qui se croient atteints de quelque chose, mais auxquels la science et la médecine ne veut pas accorder de certificat officiel. D'abord, il y en a qui le font. Il y a des psychologues qui sont payés fort cher pour vous délivrer quelque chose de ce genre. On s'auto-diagnostique aussi. C'est-à-dire que l'autodiagnostic est considéré par certains comme ayant plus de valeur que le diagnostic psychiatrique. Et il y a, peut-être que Raphaël Gaillard en parlerait mieux que moi, un sentiment antipsychiatrique qui est en train d'être vraiment saillant sur ces réseaux, que je crois très dangereux. Parce qu'un certain nombre de ces gens, par exemple, qui se croient autistes Asperger, la plupart du temps souffrent vraiment d'un trouble psychique, mais pas celui qu'ils croient. C'est-à-dire que les réseaux sociaux leur offrent une narration d'un malaise qui est réel, mais du coup les détournent d'une vraie thérapie qui existe. On pourrait les aider, mais on ne peut pas le faire, comme ceux, c'est un peu passé de mode, qui se croyaient hypersensibles aux champs électromagnétiques, par exemple. Parce que la biologie, telle que je la connais, n'a jamais accordé, ne peut pas être un fait biologique, mais cependant, il y a des gens qui se croyaient atteints de cela. En fait, ils souffraient, ils avaient une vraie souffrance psychique, c'est même montré par imagerie cérébrale, avec IRM fonctionnel, avec une stimulation placebo, si on veut, ou nocebo dans ce cas de figure, donc une fausse stimulation ondulatoire, et les gens souffrent et activent une neuromatrice de la douleur, donc ils ont une vraie douleur, y compris physique d'une certaine façon, mais ils attribuent cela à une maladie fantôme. Et là, les psychiatres que je connais, et j'en connais quelques-uns, eh bien, sont relativement pris au dépourvu. Il est évident que les réseaux sociaux jouent un rôle majeur là-dedans. Vous voulez réagir, Raphaël Gaillard? Cet hyper-individualisme et cette façon effectivement de s'observer à longueur de temps et en même temps de s'attribuer des troubles qui nous rassurent, sans aller voir confirmation chez le médecin, c'est quelque chose que vous constatez? Oui, au fond, c'est d'ailleurs dans les étapes de développement d'un individu une sorte de reproduction à toutes les échelles de ce que chacun vit pendant l'adolescence. L'adolescence est un moment assez curieux qui consiste à se dégager des représentations parentales, familiales et à créer les siennes. Pour ça, il faut avoir internalisé, intégré un certain nombre de représentations qui est assez de force, ne serait-ce que pour pouvoir s'y opposer. Mais il faut aussi en créer de nouvelles. Et en créer de nouvelles, c'est toujours en lien avec ses pairs,
Alors plus les pairs PERES, mais les pairs PAIRS, c'est-à-dire ses copains, ses copines, c'est-à-dire la société que l'on construit dans sa cour d'école. Et ça, c'est un mouvement de l'adolescence qui n'est pas simple. C'est pas simple de devenir adolescent, c'est-à-dire d'abandonner des représentations parentales pour en créer de nouvelles. Et en créant de nouvelles, il y a toujours quelque chose d'ordre mimétique. Et ça, avant les réseaux sociaux, c'était déjà le cas. Les effets de mode de l'adolescence sont extrêmement puissants. Aujourd'hui, ce que l'on peut imaginer, c'est que ces effets de mode de l'adolescent soient d'une part galvanisés par le fait qu'ils ne sont plus le seul fait de la cour d'école ou de la salle de classe, mais qu'ils soient diffus dans l'ensemble de la vie psychique d'un individu, puisque c'est plus un lieu, c'est plus le lieu de la socialisation, c'est plus l'école ou cette colonie de vacances, c'est en permanence, en y étant connecté et avec un rapport à l'ensemble du monde, c'est-à-dire la société est infiniment plus grande que la cour d'école ou la salle de classe ou la colonie, ce qui rend les choses beaucoup plus complexes. Ça donne beaucoup plus de sources d'identification possibles, mais en même temps, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Donc ça galvanise chez l'adolescence cette espèce d'emballement mimétique qui caractérise l'adolescence. Et ça étend cette procédure, cette tentation à tous les âges de la vie. C'est-à-dire qu'à tous les âges de la vie, au fond, aujourd'hui, on va rechercher dans ce que sont les autres, ce que nous pourrions être. Et je pense finalement beaucoup plus que quand l'information sur l'autre n'existe que dans un canal donné. Canal donné, c'était autrefois le journal, c'était ensuite ce qu'on appelait les étranges lucarnes, la télévision. Et aujourd'hui, là aussi, c'est beaucoup plus diffus. C'est là en permanence sur votre téléphone. Il faut quand même redire, mais c'est un truisme. Mais le rapport que nous avons à ces informations par le téléphone et ces images par le téléphone fait qu'on ne peut pas monter dans un ascenseur sans même sortir son téléphone. Et je ne parle pas des toilettes. Ça veut dire que la présence de l'autre avec soi, elle est constante. Et donc, vous avez une sorte de galvanisation du mimétisme de l'adolescence par les réseaux sociaux, mais vous avez aussi une forme transversale de ce mouvement mimétique au travers de tous les âges, y compris, à mon avis d'ailleurs, jusqu'aux personnes âgées, qui aujourd'hui se pensent autour de la silver economy ou je ne sais, comme en référence à ce que sont les personnes âgées dans tel autre pays, dans telle autre ville, ou ce qu'ils peuvent en voir sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça change la façon de se considérer et à certains égards, ça fragilise. Alors qu'est-ce qui est démontré de ce que je dis là? Pas grand-chose honnêtement. Là, je parle plus de mon expérience clinique et de ce que j'observe au quotidien. C'est très difficile d'ailleurs de passer par la démonstration pour quantifier ce que je viens d'évoquer. Mais ça nous donne l'impression, pour nous cliniciens, qu'on inscrit les êtres humains dans une forme de rapport à l'autre dans laquelle prédomine avant tout ce que l'on est soi-même, donc effectivement l'égoïsme qui devient une valeur plutôt que quelque chose que l'on doit critiquer. Et cet égoïsme, cette personne, cet ego, il n'existe qu'en comparaison avec tous les autres, ce qui amène classiquement à toujours trouver que ça pourrait être mieux. Oui, et donc à en souffrir, puisque évidemment vous allez pouvoir vous le reprocher en vous disant si je n'ai pas ce que l'autre a, c'est que je n'ai peut-être pas fait ce que j'aurais dû faire, et donc à éventuellement se le reprocher ou dans une forme politique le reprocher à d'autres. Vous dites, voilà, on n'a pas énormément de preuves, mais il y a un principe de précaution. Et vous dites, c'est pour nos enfants qu'il faut agir en premier lieu. S'il faut appeler de nouveau une approche scientifique de l'éducation, ce n'est pas raisonnable, comme d'ailleurs pour les questions d'environnement, d'attendre d'avoir formellement testé chaque hypothèse avant de trancher. Et vous appelez une réponse rapide, justement par principe de précaution. Et justement, j'aimerais entendre la politique, parce que où sont les politiques dans ce débat ?
À part vous, hein. Mais Oui. que Mais en font-ils? fait, Est-ce c'est la que vraie se disent question. de cette problématique C'est la vraie question en Suisse. qui Alors, concerne d'abord notre jeunesse? Oui, moi je suis politicienne et donc je suis là pour trouver des solutions. On a un constat, on a des souffrances, elles sont bien réelles et puis ces enfants, il faut répondre, il faut leur donner de l'espace, du temps et des moyens. Je trouve très beau ce qu'a dit cette institutrice, c'est exactement ça. Et puis aussi, il faut les protéger. En droit suisse, on protège toujours la partie la plus faible. En droit du bail, on protège le locataire. En droit du travail, on protège le salarié, mais vraiment, je pense qu'on échoue aujourd'hui à protéger l'enfant de cette violence extérieure qui, effectivement, justement, à l'époque, se trouvait dans la rue, parfois à la maison, avec la violence parentale, mais, disons, elle s'arrêtait à cela. Elle ne se vivait pas constamment au travers du téléphone ou de tout autre support visuel. Et puis, quand on discute avec les enfants, en fait, on se rend compte qu'ils sont non seulement exposés, mais qu'eux-mêmes s'exposent volontairement en allant assez justement chercher ces informations presque de manière addictive et puis avec cet algorithme affreux comme ça qui les renvoie constamment dans cette spirale négative. Et donc ces enfants qui n'ont pas encore la capacité de dire maintenant stop ou bien alors qui n'ont pas la maturité pour pouvoir se mettre à l'abri parce qu'ils ne se rendent pas compte aussi qu'il faut se mettre à l'abri. Et le parent est démissionnaire. Une maman me disait, oui mais si j'enlève le téléphone à ma fille, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va aller jouer dehors, elle va lire et si elle a un peu de chance, elle va s'ennuyer. Parce que les enfants sont dociles, sont calmes, sont occupés lorsqu'ils sont derrière les écrans, donc les parents se sentent comme ça un petit peu libérés. Et puis, manger tranquillement au restaurant. Voilà. En Suisse, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous l'avez mentionné au tout début de l'émission, il y avait la question, par exemple, aussi de l'exposition au harcèlement, et notamment au harcèlement sexuel. Jusqu'à tout récemment, le revenge porn n'était pas puni en Suisse, donc vous pouviez transmettre à d'autres ou mettre sur des plateformes internet des nus ou tout autre contenu à caractère sexuel d'une personne identifiée sans risquer absolument rien. Non, en Suisse, rien n'est interdit. Hein. Les jeunes peuvent s'endetter tranquillement, exactement. Même mineurs, rien n'est contrôlé, les achats sont libres. Et quand j'ai amené ça au Parlement en disant mais c'est pas possible, on doit pouvoir punir ça parce que moi j'ai des cas comme avocate et vraiment ces jeunes sont absolument démunis. En fait, je me suis retrouvée face à des décideurs et des décideuses qui eux n'y sont pas confrontés. La moyenne d'âge dans ma chambre, chaque fois que je viens ici, je le rappelle quand même, mais c'est 60 ans. Ces gens ne sont pas confrontés à cela. Autour de cette table, j'ai l'impression, sans trop m'avancer, que je suis la plus jeune, je vais avoir 40 ans, je n'ai même pas idée du contenu qu'aujourd'hui nos jeunes peuvent consommer parce qu'on est nous-mêmes absolument déconnectés. Même si vous êtes mère, même si je suis maman, absolument. D'ailleurs, je m'inquiète. Moi, j'ai 2 filles de 7 ans et 3 ans. Puis effectivement, ce qui s'annonce aujourd'hui, le manque de perspective, de manière générale, est assez effrayant. En Suisse, pour répondre très clairement à votre question, que fait le législateur ? Alors, je vais vous le dire. Il y a une loi fédérale sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo qui va entrer en vigueur en 2025. Tenez-vous bien, le Parlement l'avait accepté en 2022. Donc, il aura fallu quand même 3 ans pour que le Conseil fédéral, alors qu'elle était prête, dise on la met en œuvre. Hein. C'est pas qu'il est très pressé. Et les auteurs, autrices de contenu vont devoir, alors accrochez-vous bien, en Suisse, hein, c'est toujours vraiment tellement minimaliste, j'ai presque honte de dire ça, mais il va falloir fixer un âge minimum sur les contenus. Donc aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, il va falloir l'indiquer clairement, attention, la révolution. Et puis, ils doivent proposer un système de contrôle parental. Voilà, ça va consister en ça. Je rajouterais qu'ils devraient faire un contrôle de l'âge et dans le message, il est indiqué qu'il suffit que la personne clique « j'ai plus de 18 ans » et ça suffit. Et puis, ça c'est la dernière information, mais qui montre combien vraiment le législateur suisse, à mon sens, vraiment faillit complètement dans son devoir de protection. Non seulement cette entrée en vigueur, elle sera au 1er janvier 2025, mais en plus elle va se faire progressivement, c'est-à-dire que pendant 2 ans, les acteurs concernés, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur visuel doivent discuter et trouver des accords pour pouvoir appliquer au minimum ce que je viens de vous dire. Et ensuite, le Conseil fédéral doit encore lui donner son accord et le publier. Autant dire qu'avant 2030, il n'y a rien. Voilà.
C'est ça, en Suisse, c'est le vide. Si on a le temps, je pourrais vous dire ce qui se fait un petit peu dans les autres pays brièvement. Pas grand-chose non plus. Disons, non, bien sûr. Mais voilà, c'est Pas assez grand-chose non plus, mais c'est moins pire qu'en Suisse. Philippe Val, est-ce que ce ne serait pas temps de faire un bon système à la chinoise ou à la taïwanaise, couper les VPN, je sais pas, on peut dire jusqu'à l'âge de 12 ans en tout cas, et puis voire plus, d'avoir des mesures un tout petit peu fortes qui permettraient aussi aux parents de finalement se décharger sur l'État, parce que c'est ingérable pour les parents de contrôler les engins de leurs enfants. Les parents ont plus de facilité à contrôler, c'est certain. Maintenant, je pense, alors moi, peut-être que c'est un peu une utopie, mais mon expérience personnelle, qui est petite avec mon fils, je préfère la conviction, enfin essayer de convaincre, plutôt qu'interdire. Pour l'instant, je m'en suis tenu là, ça a été à peu près, j'espère que ça va durer, mais je préfère faire confiance à l'intelligence, même si c'est long, même si c'est lent, même si ça demande du temps, à la discussion. Vous avez capacité aussi d'encadrer très très bien votre fils, non? Oui, enfin je prends Votre fils a un portable? Non. Non, voilà. Non, donc, mais c'est très bien interdit. pourquoi. Enfin, Voilà. C'est pas que c'est interdit, c'est qu'il n'en a pas besoin pour l'instant. Ouais, vous avez décrété qu'il n'en avait pas besoin. Alors justement, on va venir peut-être sur les normes. Est-ce que maintenant, justement, il ne faudrait pas être aussi sur le principe de précaution que donnait Raphaël Gaillard, pour arriver aussi aux solutions qu'il donne aussi dans son livre? Bon, d'abord, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas très pro-principe de précaution. J'ai même écrit un livre avec mon collègue G1. Voilà. En tout cas, contre le précautionnisme, c'est-à-dire l'idéologie qui veut mettre de la précaution partout. Et au moins, ce qu'on pourrait faire au moins, c'est appliquer le principe de précaution déjà à lui-même. Voilà. Précautionneux par rapport au précautionnisme. Parce qu'en l'occurrence, je trouverais ça quand même un peu cocasse qu'on considère la Chine comme un pays de cocaïne dans ce domaine. Leur QI va mieux que le nôtre. Apparemment, en Asie, oui, en tout cas, les QI des jeunes... Le corps de l'individu va pas mieux en Chine. Alors l'Asie, c'est pas forcément la Chine, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a beaucoup de pays qui sont très différents, vous le savez aussi bien que moi. Et d'autre part, rappelons-nous quand même un tout petit peu de mémoire, comme on applaudissait au début de l'épidémie de Covid-19, l'autoritarisme de la Chine. On disait, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire, c'est ça qu'il faudrait faire en réalité. Et puis on a vu deux choses. On a vu plein de choses. Mais une chose que l'on a vue, c'est que les pays démocratiques étaient parfaitement capables, en France en particulier, de s'autodiscipliner, avec des injonctions gouvernementales fortes, bien entendu. Et dès qu'il a été possible, ces injonctions, elles ont disparu. Alors qu'en Chine, ils sont restés confinés pendant presque 2 ans. Et il a fallu attendre des émeutes en Chine, parce qu'ils ont vu tout simplement la Coupe du Monde au Qatar, c'est comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur leurs écrans ? Comme quoi on se compare toujours, pour le bonheur. Ils ont vu sur leurs écrans des gens qui étaient les uns à côté des autres, sans masque, et qui criaient, alors qu'eux étaient encore enfermés. Donc, je dirais mollo sur l'admiration qu'on peut avoir sur toute forme d'autorité dans ce domaine. Et puis surtout, n'oublions pas, alors là je parle d'un domaine que je connais un peu mieux, parce que oui, bien sûr, à l'interdiction du revenge porn, etc., en France, à ma connaissance, il y a des lois sur cette question. Par contre, il faut, je pense, être très prudent sur la question des opinions. Le président de la République, Emmanuel Macron, m'a demandé de présider, nous étions 14, une commission sur ces questions, et nous avons écrit la plume tremblante, comme on dit, n'avons proposé aucune nouvelle loi, parce que c'était la grande mode de faire des lois sur les fake news. Il y a d'abord une loi en France qui était complètement évidée de son contenu par le Conseil constitutionnel, et à mon avis à juste titre, parce que ces lois sur les fausses informations, elles peuvent vite devenir, si la coloration politique change, une loi contre les opposants politiques. Regardez ce qui s'est passé en Turquie, par exemple. Quand je songe qu'au Pays de Galles, il y a eu des gens pour proposer, et d'ailleurs faire voter une loi contre le mensonge en politique, je me demande dans quel engrenage ils ont mis le doigt, s'ils se rendent bien compte de combien l'enfer est pavé de bonnes intentions, et à la fin, ça peut être la tyrannie. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent, parce que bientôt, on va nous dire, oui, mais comprenez, il faut aussi des lois pour empêcher les autres de nous offenser. Et là, il y a Philippe Val à côté de moi, je n'oserais pas en dire plus, évidemment. Donc je crois qu'il faut on a des lois pour nous obliger à mettre des ceintures de sécurité, et personne ne hurle. Donc si on avait des lois qui permettaient de protéger nos enfants contre eux-mêmes, notamment, ce serait pas mal aussi. Il faut forcer un peu les choses, mais quand même, alors je n'ai pas du tout de solution miracle, mais je trouverais un peu difficile par rapport à tout ce qu'on s'est dit, que l'État vienne
s'insérer à l'intérieur de la vie des familles pour se substituer à l'autorité parentale. Mais si les familles le demandent. Oui, mais on ne peut pas d'un côté Moi, j'aimerais bien, par exemple. déplorer le fait qu'il y a moins d'autorité dans les familles et que l'égoïsme, l'obéissance, etc., sont en train d'être, ou la désobéissance plutôt, sont en train d'être considérées comme des vertus pour l'enfant. Et dès lors qu'il faudrait faire De preuve fait, elles sont d'autorité à considérées comme des l'intérieur des vertus. familles, s'en remettre aux paratonnerres de l'État pour prendre des décisions à notre place que nous devons prendre en toute responsabilité. Moi, je suis papa aussi, j'ai eu une fille j'ai toujours une fille qui a eu un téléphone portable au moment du collège, à l'entrée du collège, parce que je ne voulais pas le couper socialement d'une pratique que les autres avaient, mais il est évident que le temps passé sur son téléphone portable, je le contrôlais. Parce que ce qui est en train de se produire, qui n'existait beaucoup moins avant, tous les enfants avaient leurs secrets. Journal intime, peut-être des revues, peut-être plus les garçons que les filles. On planquait en dessous des matelas, etc. Mais cet espace de secret entre les parents et les enfants était beaucoup plus restreint. Aujourd'hui, il est devenu immense. Nous ne savons pas ce que font les enfants quand ils se perdent peut-être dans des terriers de lapins sur TikTok où ils sont confrontés à des images morbides. Nous ne le savons pas parce qu'ils sont capables d'effacer leur historique, par exemple, et que ces vidéos-là, elles peuvent passer entre les Vous venez de dire qu'ils sont beaucoup plus malins que nous et que vos contrôles parentaux... Et puis voilà. Non, vraiment. Attendez, oui, justement, parce que vous préconisez justement des âges, et puis vous préconisez aussi contre ça le retour à la lecture. On a peu de temps pour il faudra faire la conclusion. Parce que vous avez mentionné la politique chinoise qui, rappelons-le, l'été dernier, a décidé de façon très autoritaire de couper l'accès aux mineurs à Internet la nuit, puis un certain nombre de mesures restrictives dans la journée qui sont majeures, en effet. À l'image d'autres pays comme Taïwan et aussi à l'image d'autres pays comme la Corée du Sud, qui en est revenu depuis. Donc il faut effectivement apprécier les choses de façon circonstanciée. Mais pour la Corée, c'était un problème majeur. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et ça peut se mesurer peut-être pas sur le cerveau, mais sur l'œil. Par exemple, nous sommes tous en train de devenir myopes sous l'effet de la fréquentation des écrans qui sont les nôtres. L'OMS considère que la myopie touchera à peu près 50% des personnes d'ici 2050, mais en Asie, c'est 60% des adolescents et en Corée du Sud, c'est 75% des adolescents. Donc c'est une réalité que l'effet des écrans, quand même, sur cet organe qu'est l'œil. Mais au-delà de décisions autoritaires qui peuvent être débattues, qui, je pense, ont le mérite, à un moment donné, d'ouvrir le débat, premièrement, et éventuellement de dire ce que peuvent être les grandes règles, y compris pour s'y opposer. C'est toujours le mérite de quelque chose auquel on peut s'opposer. Je pense que la grande question, c'est plutôt ce que l'on peut inciter à faire. Dans ce pays, par exemple, sauf erreur, on a décidé à un moment d'introduire de l'iode dans le sel. C'était une décision majeure parce qu'un certain nombre des citoyens suisses étaient frappés d'une maladie qui est liée à la goitre thyroïdienne, le goitre, et ses conséquences cérébrales, c'est-à-dire le crétinisme des Alpes. Et ça a changé complètement la destination de villages entiers dans les Alpes valaisannes que je fréquente. Donc on peut prendre des décisions qui sont des décisions autoritaires, introduire de l'iode dans le sel. Et la question que je me pose et que je me suis posée dans ce livre, ça n'est pas de faire de la technologie quelque chose qui serait épouvantable. Je crois qu'il ne faut surtout pas opposer à la technologie une peur qui consiste à dire il ne faut pas y aller parce que ça, c'est peine perdue. De toute façon, la technologie, elle est avec nous et nous nous hybridons avec. La question que je me suis posée, c'est celle de ce que nous avons vécu au travers de l'histoire de l'humanité. Au fond, ce que nous connaissons comme hybridation aujourd'hui avec la technologie, je soupçonne que nous l'ayons connu de façon majeure avec l'avènement de l'écriture et de la lecture. Et ce que l'on reprochait à l'écriture, eh bien, c'était pas si différent, en fait. Platon, dans le mythe de Teute, l'évoquait de cette façon. Finalement, déposer son savoir hors de soi, finalement, c'est s'en déposséder, c'est perdre ses connaissances, c'est perdre tout ce que l'on entretient par la mémoire vive, la transmission orale. Et donc, à certains égards, on s'affaiblit. Pour autant, cette aventure, elle a été remarquablement réussie à l'échelle de l'humanité. Elle a eu des effets secondaires. Madame Bovary s'est suicidée, Don Quichotte guerrois. Daniel Pénac nous parle des maladies textuellement transmissibles. C'est une belle expression. Donc il y a eu des effets secondaires, mais dans l'ensemble, c'est une très belle aventure. Et je fais l'hypothèse que l'hybridation technologique que nous vivons est un écho à cette grande hybridation. Si cette hybridation
celle de la lecture, a été une réussite, alors je formule l'hypothèse que nous devrions nous en servir comme préparation à l'hybridation technologique. Je n'oppose pas du tout la lecture à la technologie, je dis juste que pour aller vers la technologie, il faudrait s'y préparer par cette culture que c'est de la lecture et de l'écriture. Oui. Le papier avant le clavier, tout ça est par étapes. Il y a étape par étape, et peut-être étape par étape, il faudra un petit peu de décision autoritaire, peut-être, ne serait-ce que pour les contester politiquement, mais pour donner le là. Et donner le là, c'est surtout non pas interdire de façon durable et brider les libertés, mais dire qu'il y a un temps pour tout. Effectivement, on met sa ceinture en voiture, effectivement, on ne boit pas d'alcool quand on a son cerveau qui est en pleine transformation, c'est-à-dire quand on est un mineur. Et donc, il y a un temps avant la fréquentation de certains objets connectés. Oui, et ce temps pour structurer son cerveau et faire des cerveaux bien faits qui savent après prompter, y compris l'intelligence artificielle, ça sera peut-être effectif. Bien sûr. Ouais. Le but n'étant pas d'ailleurs de devenir extrêmement cultivé, le but c'est toujours celui-là, celui de l'éducation, c'est de donner une forme au cerveau. C'est pas, l'important n'étant pas les connaissances, mais le fait qu'à chaque fois que vous apprenez quelque chose, la forme de votre cerveau change, et cette forme changeant, eh bien, ce cerveau va peut-être vous permettre de faire d'autres choses de façon différente. Vaste chantier, mettre des limites et revoir les contenus peut-être scolaires aussi, c'est des grandes préoccupations. On va avoir l'occasion sûrement d'en reparler avec vous, Céline Barra. Merci beaucoup d'avoir été là, je suis vraiment navrée. On doit se quitter, c'était un vrai bonheur de vous avoir. Donc, ça sera la conclusion. Donc, le mot de fin sur ce point, sur le comportement de nos enfants. Le mot d'ordre, c'est lisez. Lisons, à commencer par L'homme augmenté de Raphaël Gaillard, brillant, indispensable. On complétera évidemment par Exorcisme de Gérald Bronner, ou Comment se désaliéner, peut-être même avant d'interdire. Et enfin, Rire de Philippe Val, car il n'y a pas d'intelligence sans prise de distance. Les trois, le combo parfait pour des cerveaux bien faits. Bon courage à tous et bonne soirée à tous sur Les Monts Bleus.